Passons à des informations de dernière minute, regardez si vous êtes en direct. Le titre est sur le point de changer, car il se passe des choses en ce moment même. C'est ça les infos, non ? Donc oui, nous allons parler de ce que dit le titre à l'origine, mais le titre est en train de changer, parce que l'information l'exige aussi. Nous allons discuter de la situation actuelle. En raison d'une infiltration suspecte à l'intérieur d'Israël, selon les rapports, une alerte est actuellement donnée aux forces de défense israéliennes. Les forces de défense israéliennes annoncent avoir détecté une infiltration en Israël. Cela viendrait de la frontière jordanienne, là où nous regardons. À Paran, les forces de défense israéliennes lancent une méga-opération après l'entrée de présumés infiltrés près de la communauté de Paran, tandis que l'alerte d'urgence retentit dans la zone. Les forces de défense israéliennes ont détecté une infiltration présumée depuis la Jordanie, surtout dans les environs de la communauté israélienne de Paran, située dans le sud du pays, près du désert du Negev. La situation est critique et dynamique. Le nombre précis de personnes ayant franchi la frontière reste inconnu, mais plusieurs suspects seraient entrés en Israël. Ce que je viens de mentionner est déjà rapporté aussi par The Times of Israel, même si cela a commencé à circuler dans les mêmes informations de la force de défense israélienne. Les troupes effectuent des recherches approfondies et bloquent les routes dans toutes les zones afin de localiser les suspects. La force de défense israélienne indique que l'opération continue, mais qu'il n'y a actuellement aucune menace directe pour les civils. Pour l'instant, il n'y en a pas. Cette possible infiltration intervient alors que la tension est forte au Liban, à Gaza, en Cisjordanie et avec l'Iran. Je vais évoquer rapidement la situation actuelle de l'Iran qui agit aussi en ce moment. Merci à ceux qui ont aimé la vidéo ou le reportage. Aidez-nous à partager les infos. Merci aux membres de la chaîne et à ceux qui apportent un soutien supplémentaire. En devenant membres ou via Super Chat, votre soutien est très apprécié. Plusieurs moyens de soutenir la chaîne sont en description. Loxo, Paypal, Super Chat, etc. Un grand merci. Ils vont sûrement signaler. Le corps des gardiens de la révolution islamique avertit aussi et se prépare à la guerre. Nous allons maintenant entrer dans les détails de ce que l'on sait. Mais la frontière israélo-jordanienne, allons immédiatement à la carte, parce que dans cette zone d'Israël, comme vous le savez déjà, cette zone se trouve entre la frontière de la Jordanie et d'Israël. Ils ont non seulement toute la frontière, essentiellement à l'est, allant pratiquement de cette partie de la Jordanie jusqu'à la sortie vers le Golfe, ou plutôt vers la mer Rouge qui est ici, mais ils partagent aussi une frontière importante. Regardons la carte divisée pour que ce soit plus clair comment est la Jordanie. Alors, à un moment donné dans le sud, ce mouvement, cette infiltration aurait-elle été signalée ? Il faut rappeler que des groupes arrivent soudainement en Jordanie depuis l'Iran. Mais cela peut être d'autres groupes, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs groupes là-bas, des radicaux qui peuvent être dangereux. La frontière israélo-jordanienne, bien qu'elle soit généralement très stable, a été identifiée par les services de renseignement comme faisant partie de ce qui est rapporté maintenant, une infiltration où il pourrait aussi, car cela s'est déjà produit auparavant, y avoir un transport d'armes ou de miliciens d'un groupe radical. C'est déjà arrivé par exemple après le conflit, en octobre 2023. Aussi, dans la même zone, les mêmes personnes qui vivent dans la région sont préoccupées par le fait que quelque chose soit en train de se préparer, disons-le ainsi. Les communautés voisines sont en alerte, avec des avertissements diffusés sur les réseaux sociaux et groupes de quartier. En ce moment, en Israël, les forces de défense israéliennes, ainsi que les services de renseignement comme le Shin Bet, maintiennent une surveillance aérienne et terrestre dans toute la zone, et il est prévu qu'ils étendent l'opération. S'ils sont suspects, s'ils ne sont pas localisés, s'ils ne sont pas retrouvés dans les prochaines heures, ce serait plus inquiétant, n'est-ce pas ? La nouvelle est en cours de développement en ce moment et nous continuerons à vous donner les détails sur l'évolution de la situation. Mais évidemment, c'est un sujet qui change à tout instant. En même temps, il y a aussi une situation qui attire l'attention à l'intérieur de l'Iran, n'est-ce pas ? D'après ce que l'on sait ces dernières heures et tout près de cette région, allons maintenant vers l'Iran, n'est-ce pas ?
Dans cette partie du monde, un rapport très menaçant est également en train d'être fait, déjà dans une logique de pré-guerre, disons. Le corps des gardiens de la révolution islamique avertit qu'il considérera comme hostiles les pays voisins s'ils permettent des attaques depuis leur territoire contre l'Iran. Eh bien cela, vous devez le prendre pour acquis. Cela va arriver. L'Irak, l'Arabie Saoudite, le Qatar sont des pays où il y a des militaires américains. L'Arabie Saoudite a dit qu'elle ne voulait pas d'attaque depuis son territoire contre l'Iran. Nous verrons ce que dira le Qatar et ce que dira l'Irak. Peu de troupes restent en Irak, mais récemment, des actions ont visé les milices pro-iraniennes dans le pays. Qu'en est-il de Mohamed al-Bassaïd, le commandant politique naval du corps des gardiens de la révolution islamique de la garde révolutionnaire iranienne? Ce sont ceux qui vouent, disons, un culte à l'ayatollah, au guide suprême, ce sont, disons, l'armée du guide suprême. Ils assurent que tout voisin qui permet l'utilisation de son terrain, également le ciel et aussi les eaux, il sera déclaré comme une menace, et comme un pays hostile qu'ils vont également attaquer. Ce serait la ligne rouge que l'Iran présente aujourd'hui. L'avertissement de l'Iran suit l'arrivée de porte-avions américains, ce qui accroît le risque d'affrontement avec les pays locaux. C'est pourquoi cet avertissement est préoccupant, disons, qui vient d'être fait. D'ailleurs, les États-Unis ont annoncé simultanément qu'il y aurait en ce moment un exercice militaire aérien de plusieurs jours dans tout le Moyen-Orient. Cela renforce l'idée qu'ils préparent une action. L'exercice est nommé préparation militaire. Autrement dit, il est très évident que quelque chose se prépare, du moins c'est l'impression qu'ils veulent donner. Israël et la Jordanie sont également dans le viseur, surtout à cause de ces infiltrations dont je vous parle, des supposées infiltrations de quelqu'un, de groupes de personnes, mais on ne sait pas clairement qui ils sont. Pourquoi traversent-ils vers Israël ? Donald Trump déclare que l'Iran est à son point le plus faible depuis 1979, affirme Donald Trump, président des États-Unis, en disant que l'Iran serait sur le point de s'effondrer. En gros, si Trump menace Khamenei, il dit « Nous devons répondre », dit le chef du Hezbollah. Hier, je vous en ai parlé ici. Alors, comme si tout était déjà prêt, est-ce que tout est préparé pour une situation de conflit ? Du moins, c'est ce qu'il semble. La communauté internationale suit donc ce sujet et en même temps, la publication sur l'état de l'horloge de l'Apocalypse, n'est-ce pas, vient de sortir. C'est ainsi que ces scientifiques l'ont appelé. Depuis de très nombreuses années, 1, 2 ou 3 fois par an, l'horloge de l'Apocalypse est mise à jour. Voyons en détail cette situation. Merci de partager les directs sur vos réseaux sociaux. Assurez-moi que l'horloge de l'Apocalypse, cette horloge-ci, indique qu'il reste 85 secondes avant minuit. C'est le point le plus proche auquel cette horloge ait jamais été. D'un conflit armé ou d'un risque nucléaire ou d'un risque, disons, existentiel pour l'humanité. Ils assurent que c'est le point le plus proche. L'année dernière, il restait 89 secondes avant minuit, d'ailleurs. De 5,89 secondes avant minuit. Aujourd'hui. Ils avertissent qu'il reste 85 secondes avant la fin du monde, c'est ainsi qu'ils l'appellent dans ce rapport. L'horloge de l'Apocalypse affiche sa proximité record avec la catastrophe mondiale depuis 1947. Qu'il existe cet avertissement des scientifiques à ce jour, eh bien cet avertissement, disons que c'est déjà un record, disons, ce n'est pas le plus grand qu'ils aient eu. Maintenant, elle indique 85 secondes avant minuit, le point le plus proche de ce qu'ils appellent l'Apocalypse depuis sa création en 1947 le bulletin des scientifiques atomistes, comme ils l'appellent. Ceci est un symbole, au bout du compte, il ne s'agit pas seulement d'un symbole, mais d'un avertissement de la communauté scientifique. En disant « c'est une métaphore », en quelque sorte.
C'est une façon de montrer quel est le risque qu'il y a en ce moment pour une situation compliquée. Ils affirment que l'humanité fait face non seulement au risque nucléaire, mais aussi au climat et à la biotechnologie incontrôlée. C'est un sujet dont on parle à peine, en fait. Ce n'est même pas qu'on n'en parle pas. Je ne pense même pas qu'on le comprenne vraiment bien. Quel est le risque que pose la biotechnologie pour l'avenir de l'être humain ? C'est-à-dire, je pense que la plupart des gens n'y pensent même pas. On pense aux risques nucléaires, on pense aux risques environnementaux liés aux climats extrêmes. Mais la partie concernant la biotechnologie incontrôlée, l'intelligence artificielle incontrôlée ou mal appliquée, rien n'est fait ou très peu de choses sont faites. Et cet avertissement leur est aussi adressé. Ce sont quatre grands défis qui mettent fondamentalement la planète en danger, ou du moins la vie. Le nucléaire, le climat extrême, la biotechnologie incontrôlée et les intelligences artificielles mal appliquées, ce sont les risques que voient ces scientifiques. La tendance s'est aggravée depuis 2020 où nous sommes passés de 100 secondes avant minuit à 85 secondes. À ce stade, c'est-à-dire, c'est le symbole. L'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de risques et qu'on fait peu de choses. Nous ne nous éloignons pas de minuit, nous nous en rapprochons. En gros, c'est ça le message, non ? De 2024 à 2025. Le risque a encore augmenté et ils affirment que le risque biotechnologique existentiel est de plus en plus grand. Des scientifiques avertissent que des bactéries miroirs sont créées en laboratoire et pourraient engendrer des organismes incontrôlables capables de détruire des écosystèmes entiers de la planète. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils font des expériences dont on ne se rend même pas compte. Avec ces bactéries miroirs, cela peut être extrêmement dangereux, non ? Outre d'autres expériences, il y a aussi celles en biotechnologie. La santé publique s'affaiblit. Aux États-Unis, on a vu la dégradation dangereuse de l'infrastructure sanitaire, ce qui limite la réponse face aux potentielles menaces biologiques. Selon ce même bulletin, la politique se polarise ou s'aggrave de plus en plus. Que faire si de nombreux dirigeants ignorent ou aggravent les risques en refusant des politiques climatiques ou en favorisant les combustibles fossiles ? Il y a aussi dans ces avertissements la partie concernant, disons, l'utilisation des chaises à des fins militaires. Cela confirme que c'est un risque. Les scientifiques proposent un dialogue et demandent aux États-Unis et à la Russie de discuter davantage avec lui des risques nucléaires. Ils demandent également un arrêt de la création de vie miroir, le contrôle aussi de l'utilisation militaire dans les sièges et une véritable action climatique qui élimine progressivement les combustibles fossiles. Eh bien, voici quelques-unes des propositions faites par ces scientifiques atomiques. 8 lauréats du prix Nobel font partie de ce groupe. Ils assurent en disant que ce n'est pas de la fiction, que c'est simplement une alerte basée uniquement sur des données, des informations, des preuves, sur ce qu'ils observent. Eh bien, c'est une partie de ce qu'ils rapportent. Passons à d'autres sujets également intéressants. Au revoir, remarquez à quel point c'est important. Mais il y a un rapport concernant l'AIS qui, selon eux, collabore ou va collaborer avec les Jeux Olympiques. Réunion Peacock. Le maire de Milan a dit qu'il ne voulait même pas voir ce personnage de près, le chef de l'Immigration and Customs Enforcement. L'agent des services d'immigration et de contrôle des douanes des États-Unis sera présent aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, en collaboration avec des services de sécurité américains sous autorité italienne. Des sources des ambassades américaines à Rome l'affirment. Mais en même temps, on dit depuis l'Italie que non, que ce n'est pas vrai. Donc oui, c'est curieux, vraiment. Donc on va voir qui a raison, s'ils vont y aller ou pas. Est-ce que les agents de l'Immigration and Customs Enforcement vont aller en Italie ? Alors est-ce que ça va se faire ou pas ? C'est la grande question en ce moment. On va voir si cela peut être clarifié plus tard, non ? Vous vous souvenez aussi de cette terrible situation là-bas à Guanajuato, où ce week-end 11 personnes sont mortes et 2 ont été blessées.
Après une attaque d'un groupe armé contre quelqu'un, contre des gens qui jouaient là, il me semble que c'était au football. Eh bien maintenant, on sait qu'il s'agirait d'une attaque entre groupes, entre cartels. Selon les rapports, la force de sécurité a patrouillé le terrain de football où l'attaque armée a eu lieu dans la communauté de Loma de Flores à Salamanque. Cela dans l'état de Guanajuato, selon des témoins, plusieurs hommes armés sont arrivés dans 2 camionnettes et sont descendus, tirant de façon indiscriminée sur les joueurs et les spectateurs. On sait qu'il y a un conflit entre 2 groupes rivaux. C'est du moins ce que disent les pistes d'enquête des autorités des États-Unis. Depuis le Mexique, et peut-être aussi des États-Unis actuellement, avec leur prétendue collaboration, non ? Au moins 5 des 11 personnes décédées faisaient partie d'une entreprise de sécurité privée liée au cartel Jalisco Nouvelle Génération. Cela selon les mêmes sources du cabinet de sécurité du Mexique. C'est pourquoi on dit qu'il s'agissait d'une attaque contre un groupe, c'est-à-dire un cartel attaquant un autre cartel. En gros, Samacrucietra, Oquilan Ciborcetra. Les Maros, bras armés du cartel de Santa Rosa de Lima, spécialisés dans la distribution de drogue, auraient ni commis l'agression à coups de feu. Homicide et extorsion dans la région, selon les mêmes enquêtes. Voilà ce qui s'est passé dimanche, vous vous souvenez ? On en a parlé ici. Bon, passons à un autre sujet également important. Le Pentagone fait un mouvement concernant la divulgation des objets volants non identifiés. Les documents révèlent que le département de la Défense organise une réunion, mais qu'elle est secrète et sélective avec certains médias sur le web, en maintenant la majorité des médias à l'écart de l'accès à ces informations qui vont être divulguées. Le Pentagone a organisé une réunion secrète, hors caméra et à l'écart de tout, sous prétexte qu'ils vont diffuser plus d'informations sur le sujet ufologique. Le 6 mars 2024, on a évoqué le phénomène et de nombreuses informations ont été publiées sur les sites web consacrés à ces objets ou phénomènes aériens non identifiés. C'est là qu'a été présenté le volume 1 du rapport du registre historique, commandé d'ailleurs par le Congrès des États-Unis. En ce moment, les invitations à la presse ont été extrêmement restreintes. Seuls les journalistes triés sur le volet sont autorisés à assister, uniquement sur invitation et celles-ci ne sont pas transférables. Invitation, conditions strictes et acceptation préalable par écrit. Ils doivent dire oui, nous irons, sans savoir ce qui nous attend. Le personnel et la porte-parole du Pentagone, Suzanne Grock, ont indiqué que la réunion était exceptionnelle, réservée à la finalisation et à la planification, non destinée aux journaux quotidiens. Mais alors comment ? Pourquoi ? Pourquoi fais-tu une invitation à seulement un petit groupe de personnes ? Et c'est tout ? En théorie, tout a été enregistré, mais ce n'était pas public, sans diffusion à distance ni ouverture générale. Des journalistes du New York Times, Cable News Network Politico, Task and Purpose et du Washington Post étaient en présent, notamment Kyla Go, Jeff S., Google et Lara Seligman. Bien que la liste ait été publiée, plusieurs noms restent caviardés sous l'extension B6, suscitant des doutes sur l'identité des autres participants. Certains ne sont pas restés, ils ont voulu commenter, et tout le groupe admis n'a pas été rapporté ni signalé. Tout cela renforce-t-il les soupçons que la narration sur les WAPs et les objets volants non identifiés reste très manipulée ? Contrairement à d'autres sessions du Pentagone où l'on permet et pratique une écoute ouverte, celle-ci a été gérée avec la plus grande confidentialité. Seuls ceux qui étaient prêts à suivre les conditions strictes du Pentagone ont été admis, ce qui pourrait expliquer que certaines narrations sur les WAP ne doivent pas échapper à leur contrôle. Pour ainsi dire, l'information... C'est étrange. Une divulgation arrive de toute façon, il reste à voir ce qui sera abordé, mais il est frappant que cela se produise.
Ce n'est pas, disons, une information aussi dure que ce que dira la divulgation à venir, car nous ne le savons pas. Cela n'a pas encore eu lieu, mais cet excès de contrôle, ce blocus médiatique qui a été mis en place, attire l'attention. Il allait être là. D'ailleurs, ce rapport tant attendu depuis déjà 6 ou 7 mois depuis le milieu de l'année dernière qu'on attendait, ce rapport va apparemment être publié. Maintenant, nous allons voir s'il contient des informations intéressantes, mais tout cela suscite beaucoup de soupçons, beaucoup de suspicions pour ainsi dire. Passons à d'autres sujets, car le gouvernement sud-coréen convoque une réunion d'urgence. Vous vous souvenez de ce qu'a annoncé hier Donald Trump ? Qu'il va maintenant imposer des droits de douane aux Coréens aussi ? Eh bien maintenant les Coréens sont déconcertés, n'est-ce pas ? Et bien sûr, le gouvernement coréen va sûrement en faire rapport. La Corée du Sud a tenu une réunion tôt ce matin, car le président Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de douane sur les produits du pays, y compris les véhicules, le bois et les produits pharmaceutiques. Si elle est appliquée, cette mesure fera passer les taxes de 15 à 25%. Cette annonce a suscité beaucoup de mécontentement en Corée du Sud et aura sûrement des répercussions sur différents produits, disons. Ce mouvement est aussi signalé, voyons si on peut l'observer ici. Cette image qui circule sur Twitter, cet individu, ce pingouin, le pingouin qui est là, c'est un soldat russe avec ce manteau en forme de pingouin. Là, on le voit bien, mais disons que depuis une vue aérienne, on ne le voit pas autant. Il est camouflé, mais il est protégé pour qu'aucune partie de sa peau ne soit visible. Et cela fait que les détections de chaleur, pratiquement les capteurs thermiques, ne peuvent pas les détecter depuis les mêmes drones. Après ces minutes, après ces secondes, après avoir découvert cela, ce soldat russe a été éliminé. Ce nouvel uniforme type pingouin a attiré l'attention car il vise à éviter la détection par les drones à capteurs thermiques. Tout de même, cette publication dit et montre avec des images très dures, très explicites, que nous ne pouvons plus montrer. Mais elle montre comment cet uniforme ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire, oui, ils peuvent les voir, même si, effectivement, ils ne sont pas visibles pour les caméras thermiques. Là, nous avons vu comment la créativité a augmenté dans la guerre, non pas les adaptations qu'ils font d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre constamment. Ça aussi, eh bien, cela attire l'attention en ce moment. Allons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Regardez ce qui s'est passé avec cet avion, c'est là. C'est apparemment une panne, je ne sais pas si mécanique. L'atterrissage n'a pas eu de conséquences graves. Un avion de la National Aeronautics and Space Administration, qui apparemment a eu un problème mécanique, n'a pas eu besoin d'atterrir. Sans pouvoir descendre la partie inférieure. Les pneus. Il a eu un souci mécanique et a atterri sans le train d'atterrissage. Je ne te lis pas ça. À Ellington Field, Houston, seule une grande frayeur, sans conséquences graves. L'atterrissage a été très doux, comme vous le voyez, et tout le monde était prêt à empêcher l'avion de prendre feu. Passons aussi à d'autres sujets importants de ce qui se passe dans le monde. Pour commencer, laissez-moi vous dire que la situation en Israël va évoluer. Je pense qu'on verra plus de choses qu'à l'avenir. Mais en attendant, il présente ce petit robot, un robot qui est assez cher, c'est 50 000 $, si je ne me trompe pas. Le Sprout est un humanoïde de 1,07 mètres vendu à ce prix. Ce sont des ingénieurs ou d'anciens ingénieurs de Meta et de Google qui ont créé ce petit robot avec l'idée d'en faire un humanoïde super sûr. Construit spécifiquement pour la sécurité et pour aider dans les hôtels, dans les bureaux, à la maison comme divertissement. C'est un robot qui, d'après ce qu'ils disent, est fait justement pour ça, pas pour autre chose. C'est-à-dire qu'il est conçu de façon à ce qu'il soit pratiquement impossible qu'il puisse faire du mal à une personne, à un enfant, etc.
Il n'est pas conçu dans cette optique, ni pour ne nuire à personne, car cela reste un risque. Ce robot peut avoir des défaillances et représenter un risque dans certaines fonctions. Eh bien, Sprout en théorie n'est pas censé présenter de danger, il est conçu pour être ultra sûr, soi-disant. Eh bien, il y en a de plus en plus qui sortent, mais c'est extrêmement cher, genre 50 000 $, donc si ça dépasse le budget, ce n'est pas bon. Pour beaucoup, peut-être, pour certains, peut-être qu'ils pourront réaliser quelque chose comme ça. Il s'appelle Sprout, un humanoïde qui fait environ 3 pieds et demi, donc ça doit être à peu près 1 mètre 10 ou quelque chose comme ça. Combien ça fait ? Combien fait 1 mètre ? Voyons, c'est 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Eh bien, c'est la taille de ce petit robot. Passons à d'autres sujets également importants. Voyez-vous, la CIA est sur le point d'établir une présence désormais permanente. Selon ses rapports dans les médias américains, la CIA travaille pour établir une présence permanente au Venezuela. Faites attention à cette affaire, car il y a plusieurs sujets qui attirent l'attention concernant ce qui s'est passé récemment là-bas au Venezuela. D'après ce que l'on sait en ce moment et ce qui a été divulgué au cours de ces dernières heures, c'est que la CIA chercherait déjà à avoir une présence solide, pas encore de manière permanente, assure-t-il. Cela attire l'attention, surtout en pensant qu'il y a des pays qui ne sont pas très satisfaits de toute la situation au Venezuela, par exemple la Russie elle-même, la Chine elle-même, qui n'ont pas vu cette situation d'un bon œil, affirme la CIA qui agit discrètement au Venezuela pour y établir une présence permanente. L'information coïncide avec une stratégie de réintégration diplomatique et opérationnelle après la capture de Maduro lui-même au début du mois de janvier. Le 3 janvier, il ne s'écoule même pas un mois. Le directeur de la CIA aurait donc été le premier haut responsable de l'administration Trump à se rendre au Venezuela. C'est très symbolique que le directeur de la CIA, John Ratcliffe, soit le premier haut responsable à s'y rendre. Cela en dit long, non ? Selon Cable News Network, la feuille de route a été définie entre la CIA et le département d'État et prévoit que l'agence de renseignement prenne la tête du processus, étant donné la situation fragile qui règne dans ce pays. À court terme, l'opération se fera depuis l'annexe de la CIA, permettant d'établir des canaux de liaison. Aucun diplomate, même parmi le gouvernement, l'opposition ou le renseignement vénézuélien. Selon ce que rapporte cette source anonyme familière avec ce plan, a déclaré qu'avant que les canaux diplomatiques ne soient en prêt, l'annexe peut aider à établir des conversations que les diplomates ne peuvent pas avoir, mettant en avant un rôle clé du renseignement. La CIA aurait une équipe opérationnelle au Venezuela depuis août, surveillant de près les mouvements de Maduro, y compris, selon la source anonyme, avec. Donc voilà, c'est ça l'affaire. Au fait, remarquez qu'il y a déjà la réaction à ce dont je vous parlais, à cette idée que, soi-disant, l'Immigration and Customs Enforcement allait partir à Milan. Eh bien, Milan rejette l'Immigration and Customs Enforcement. Pepe Sala, maire de Milan, a affirmé que les agents de l'Immigration and Customs Enforcement Immigration et contrôle des frontières des États-Unis ne sont pas les bienvenus lors des Jeux olympiques d'hiver à Milan. Les déclarations auraient été faites après l'annonce selon laquelle cette sorte d'agence et de milice dit « Eh bien non, nous ne pouvons pas leur dire d'entrer dans le pays. Ils ne peuvent pas entrer », affirme ce même rapport. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Piatodessi, tente de minimiser l'importance du sujet en garantissant que l'Immigration and Customs Enforcement n'effectuera pas de tâches migratoires. L'agence a expliqué que les agents n'assisteront qu'à la sécurité diplomatique des États-Unis et seront sous autorité italienne. Il affirme qu'aucune opération migratoire n'aura lieu, du moins selon leur déclaration actuelle sur les Jeux olympiques d'hiver. Pendant ce temps, des soupçons de censure sont signalés sur TikTok. Des utilisateurs accusent de l'application Immigration and Customs Enforcement de bloquer des vidéos la critiquant. Si quelqu'un critique l'Immigration and Customs Enforcement, alors la vidéo est censurée ou a très peu de vues. Selon ce qui est rapporté, plusieurs personnalités publiques, y compris l'humoriste Megan Stalter, ont dénoncé que leurs vidéos dans lesquelles elles critiquaient l'Immigration and Customs Enforcement
À cause de ce qui est arrivé avec Alex Petty, ils n'ont pas pu. Ils n'ont même pas pu être publiés, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas permis de les publier. Une plainte pour censure est en cours. Et c'est parce que maintenant que TikTok a été repris, il a été repris par les États-Unis aux États-Unis. Attention, c'est valable là-bas. Ils assurent en non qu'ils ont remarqué que certains sujets sont totalement censurés, que l'application ne leur permet même pas de les publier. TikTok. Ce qu'ils disent, c'est qu'il s'agit de problèmes techniques. Mais ce que disent les gens, c'est que si tu publiais autre chose, ça se publiait parfaitement, mais si tu publiais un sujet contre, ça ne pouvait pas être publié. C'est-à-dire, mais c'était très évident que quelque chose était contrôlé sur ce sujet, donc il faut aussi rester attentif. Passons aux autres sujets importants. Sur la monnaie iranienne, le rial chute encore plus. 1,5 million de rials pour $1, le niveau le plus bas de l'histoire. C'est très dur. D'après ce que l'on sait, le rial avait connu sa plus forte chute. Eh bien, les problèmes économiques vont continuer tant que le régime reste en place. Les gens tout simplement ne veulent pas. Qui voudrait investir? En ce moment, en Iran, les gens eux-mêmes ne veulent pas non plus de ce régime. Ils veulent la sortie totale du régime. Et donc le pays est pratiquement paralysé. Je veux dire, il y a certaines choses qui fonctionnent, boys, mais évidemment, l'essentiel est paralysé. Il n'y a pas d'investissement et il n'y en aura pas tant qu'il n'y aura pas de changement dans ce sens. En attendant, un autre sujet qui attire l'attention aujourd'hui, c'est celui des mères des prisonniers politiques. Là-bas au Venezuela, elles restent dehors, elles continuent de protester. On a vu ces images où l'on observe les mères dans une sorte de champ pour ainsi dire, où ils sont là, évidemment, en train de protester et très en colère contre toute la situation. Ce campement, disons. Parmi les participants, il y a la mère de Reyes Flores, homme politique, qui a rejoint la protestation. Selon l'agence Notice, B estime devoir soutenir ces femmes combattantes. Même des personnes déjà sorties, leurs familles sont allées là-bas. Et évidemment, même s'il y a de la répression ou qu'ils essayaient de réprimer, cela ne peut pas non plus être trop visible. La relation avec les États-Unis se détériore à nouveau. Le même ministre de l'Intérieur, Rosado Cabello, a affirmé qu'il y a eu 808 libérations d'anciens détenus qui ont été sortis de prison. Chose que les organisations de défense des droits de l'homme affirment être totalement fausse. Supposément, Trump a annoncé le jour où on lui a dit qu'ils sont sur le point de procéder à toutes les libérations. Ils vont bientôt libérer tous ceux qui sont en prison là-bas au Venezuela, tous les prisonniers politiques vont bientôt être libérés. C'est-à-dire que ça va arriver, que c'est sur le point de se produire, on verra. Non, parce qu'il y a plusieurs prisons, n'est-ce pas? Il y a plusieurs prisons où des gens sont détenus, le Foro Pénal, cette organisation, l'a confirmé. Ils ont pu inscrire 266 personnes qui ont réellement été libérées entre le 8 janvier et hier, 266 personnes dont la libération a pu être confirmée parmi plus d'1 millier qu'ils ont là-bas. C'est énorme. Passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants comme l'État. Salutations José, au nord de l'Espagne. Mon homonyme, très bien. Bonjour Edilson, comment ça va Élisée? Bonne soirée à toute la communauté, merci beaucoup. Mettez un pouce en l'air et passons à d'autres sujets intéressants. Merci. Sachez que la Corée du Nord aurait de nouveau lancé ses missiles, un missile, 2 missiles balistiques en direction de la mer du Japon. Cela après la visite d'un haut responsable des États-Unis à Séoul. Passons aux détails, mais il est vrai que le sujet ne se termine pas avec ces actions. Et la Corée du Nord, envoie un message clair qu'elle n'apprécie pas ces visites effectuées dans cette région. Pour eux, c'est un risque, selon leur dire. La Corée du Nord a lancé 2 missiles balistiques après la visite clé des États-Unis en Corée du Sud. Ils auraient été lancés ce mardi 27 janvier 2026.
Au moins 2 missiles balistiques sont tombés dans la mer du Japon, comme l'ont confirmé les autorités japonaises et sud-coréennes. Ces missiles ont été confirmés par les deux pays. Cette action suit la visite d'Albridge Colby, sous-secrétaire américain à la Défense, qui a qualifié la Corée du Sud d'allié modèle. Au milieu de l'intensification des alliances militaires dans la région, il s'agit du deuxième essai d'armement nord-coréen depuis le début du mois. La Corée du Nord a commencé l'année 2026 de manière intense. Après plusieurs essais pour défier Washington et Séoul, il est possible qu'ils testent également de nouveaux armements, car ces nouvelles armes ne sont pas habituelles ou il y a toujours quelque chose de ce genre. Maintenant, selon le ministère japonais de la Défense, les missiles sont tombés hors de la zone économique exclusive du Japon. Mais ils mettent effectivement en danger tout navire qui pourrait se trouver dans la zone. L'état-major interarmé sud-coréen a aussi confirmé le lancement de plusieurs missiles balistiques vers la mer de l'Est, selon Séoul. Les analystes s'accordent à dire que ces essais cherchent à montrer la force. Et en même temps, il faut rappeler que récemment, il y a eu des mouvements internes en Corée du Nord. Ils ont par exemple démis de ses fonctions l'un des plus hauts responsables, l'un des plus proches de Kim Jong-un, ils l'ont écarté. Alors, il y a aussi des choses internes qui se passent. Cela pourrait servir à montrer une démonstration de force à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Il n'y a eu aucun progrès dans la dénucléarisation. Il n'y a eu aucune amélioration dans la relation entre les deux Corées. Donald Trump a tenté de contacter Kim Jong-un, mais cela ne les intéresse pas, n'est-ce pas? Yang Moon-jin, un expert de la Corée du Nord, a souligné que ces lancements visent également à attirer l'attention régionale et à renforcer la discipline interne. Ce n'est pas seulement ce que je vous dis, c'est aussi une question interne, mais bon, un autre sujet attire également l'attention. Il y a en ce moment des militants qui accusent le régime iranien, ce qui ne me surprend pas non plus. Vous verrez l'accusation, ils accusent le régime iranien de... Les manifestants qu'ils détiennent là-bas, ils les filment en vidéo et les font avouer des choses qui sont fausses, n'est-ce pas? C'est pour ensuite montrer ça au monde, avoir plein d'enregistrements et dire « Regardez, ici, ils admettent qu'ils sont des espions étrangers, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, et ainsi de suite, alors que ce n'est pas vrai. » Des militants dénoncent que le régime des ayatollahs oblige les manifestants arrêtés à faire de fausses confessions. Ceci a déjà été diffusé à la télévision iranienne. Beaucoup d'entre elles subissent des tortures physiques ou psychologiques. L'agence de presse des militants des droits de l'homme a documenté au moins 240 confessions télévisées, forcées rien que ces 2 dernières semaines. Espérons-le. Une fois sorti, cela va de 30 000 jusqu'à 50 000. Certains chiffres, plus animés avec du sang, je me perfectionne là-dedans. Pendant ce temps, remarquez qu'en Inde, de nouveaux missiles sont présentés, des missiles hypersoniques. D'ailleurs, passons à l'image qui est vraiment impressionnante et qui montre comment vont les Indiens. Ils progressent sur de nombreux sujets qui pourraient bien nous surprendre à un moment donné. Regardez, cette image elle a été publiée. Cette image d'après ce qu'il montre, c'est-à-dire dans toute cette activité qui a été envoyée. Ce motif, voyons si on peut le mettre ici, c'est une image qu'ils envoient. Missiles hypersoniques dans lesquels l'Inde présente son premier missile hypersonique et destructeur de navires. D'après ce qu'il rapporte, l'Inde inaugurerait ce missile. Voyons si je peux le mettre ici. Elle serait en train de faire une démonstration, selon ce qu'ils disent. Eh bien, c'est la première fois qu'ils parviennent à avoir un missile déjà construit en série dans le domaine hypersonique et qui est spécialisé dans la destruction de navires, d'après ce qu'ils rapportent. Et je vais t'en parler, parce que c'est important. C'est-à-dire, en plus d'être un pays nucléaire, mais il montre de plus en plus de force dans ce domaine.
En plus, c'est un missile qui, selon eux, est à longue portée. Un missile qui, d'après ce qu'ils disent, serait spécialement conçu pour détruire des navires de tout type. L'Inde aurait accompli un exploit que beaucoup disaient impossible en 2024. Ils ont montré l'image de de ce missile en 2024. Ils l'ont montré et ont dit qu'ils allaient commencer à le produire. Eh bien maintenant, d'après ce qu'ils disent, non seulement ils l'ont testé, mais ils sont en train de le construire de façon massive, c'est-à-dire en 2024. C'était l'annonce qu'ils y étaient parvenus. Maintenant, soi-disant, il est déjà construit de façon massive, selon ce qu'ils disent. Alors, eh bien, on va voir si c'est vrai, dit l'Inde qui, eh bien, est là. Cela consolide sa position dans le domaine des missiles hypersoniques. Regardez, c'est celui-ci, il est ici. Le petit missile serait supposément celui-là. Celui-ci ne serait pas, celui-ci serait le missile, il faudrait le voir en action. Voyons s'il le montre. Non, jusqu'à présent je n'ai pas vu de vidéo de cela, non, mais ce serait intéressant de savoir combien de fois la vitesse du son. Parce que, eh bien, il y a déjà quelques données, non, sur ce que font les narcotrafiquants, sur ce que fait la Chine, sur ce qu'ont fait les États-Unis, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont mis du temps, les Russes eux-mêmes aussi ont mis du temps à les développer. Certains pays, non. C'est-à-dire, ça n'a pas été si simple. Mais bon, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes aussi importants. Regardez, il y a un cas très curieux de cet individu. Regardez cet individu qui est ici. Le mois dernier, ce député, appelé Kevin Hearn, a vendu pour un demi-million de dollars d'actions. United Health. Oui, le mois dernier, et maintenant l'administration Trump a proposé des taux fixes de remboursement de Medicare pour les assureurs. Qu'est-ce que cela a provoqué? La chute de cette entreprise. Ce député savait-il ce qui allait arriver? Maintenant, tu te méfies de tout, non? Jusqu'à ce que... C'est-à-dire qu'il ait vendu ses actions un mois avant, puis que vienne cette annonce qui fait chuter la valeur des actions de ces compagnies d'assurance. Je pense qu'il faudrait enquêter. Depuis quand savait-on que ce mouvement allait impacter cette entreprise? Non, c'est quelque chose d'illégal, qui était considéré comme illégal, donc évidemment il faudra enquêter là-dessus, non? Passons à d'autres sujets importants. Ce que nous voyons est historique, oui, ce que nous voyons là. Voilà von der Leyen, c'est von der Leyen, il y a le Premier ministre de l'Inde, non? Ce que nous voyons est historique. Eh bien, au final, on s'y attendait, et les États-Unis, surtout Donald Trump, ont pris des décisions qui ont rompu la relation avec l'Europe. Et maintenant, ce genre de mouvement, ce genre d'union, eh bien, c'est un accord historique entre l'Union européenne et l'Inde. Regardez, dans les prochaines années, cela va être un point très intéressant à équilibrer. L'Europe doit rapidement établir des liens avec des démocraties pour équilibrer son économie et sa sécurité future. Les États-Unis ne sont plus fiables pour eux, notamment après les événements liés au Groenland et aux tarifs douaniers. L'Inde a beaucoup de potentiel pour l'avenir, mais elle n'a pas encore autant de richesses, elle reste un pays pauvre, même si elle a un potentiel de développement impressionnant. Bruxelles, l'Union européenne et l'Inde ont conclu un pacte commercial et de sécurité, ce qui aura un impact variable. Avec l'Europe et l'Inde, cela touche 2 milliards de personnes. De façon positive, on peut s'attendre à une réduction des droits de douane dans l'agriculture et la défense. Alors que les États-Unis imposent des droits de douane à l'Europe, celle-ci réussit à faire lever ceux d'autres pays, stimulant fortement les échanges.
Alors, tout à coup, lorsque l'Inde commence à prospérer, tout indique que ce sera elle. Tu vas avoir un marché où il faudra déjà repositionner les marques européennes d'automobiles. Par exemple, bon sang, combien de voitures vont se vendre? Pas vraiment pour l'instant, mais il pourrait en vendre beaucoup dans les prochaines années. La zone de libre-échange va créer l'une des plus grandes zones de libre-échange de la planète, bénéficiant à plus de 2000 citoyens au total. L'Inde va progressivement réduire les droits de douane extrêmement élevés, car en ce moment le tarif était déjà à 110%, mais ils vont descendre jusqu'à seulement 10%, ils vont être réduits petit à petit. BMW, Renault, Audi, Volkswagen et d'autres vont vendre massivement. Les réductions de 44% sur les droits de douane pour les machines seront aussi supprimées. Les produits chimiques et pharmaceutiques seront fortement réduits, ce qui favorisera certains secteurs industriels. L'accès agricole sera également sans précédent. Les agriculteurs européens vont pouvoir vendre à l'Inde, et donc l'Inde, elle doit disposer de plusieurs sources d'alimentation, y compris des aliments bon marché, et ne pas se limiter à leur propre production. Sans droit de douane, la nourriture n'est finalement pas si chère. Et que cela vienne d'Europe, et les Européens vont pouvoir vendre massivement des voitures, des aliments et tout ce qu'ils veulent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré que ce pacte va transformer les relations bilatérales. Cela ne sera pas visible immédiatement, cela prendra des décennies avant que l'on puisse le constater. J'insiste, tandis que Trump se dispute sans cesse. La Chine en ce moment s'est vraiment imposée en Europe. Elle vend beaucoup, même si l'Europe a mis des barrières à beaucoup de produits chinois sur de nombreux sujets. Oui, le marché s'est donc ouvert, et ce commerce connaît une croissance énorme. Donc il faut faire attention à ce sujet. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que l'Europe n'est plus celle d'avant, n'est-ce pas? Avant, ils représentaient 30% du produit intérieur brut mondial. Aujourd'hui, ils sont autour de 15 ou 16%. C'est-à-dire l'Europe. L'Europe est donc bien plus petite qu'avant, n'est-ce pas? Mais bon, avec ces mouvements, peut-être qu'à l'avenir, l'Europe commencera à changer, non? En attendant, regardez ce qui se passe avec la Chine. La Chine fait des mouvements ici. De ce côté, elle a assuré qu'elle s'engagerait à apporter son soutien et son assistance à Cuba, par exemple, mais ce mardi, elle ne s'est pas engagée à fournir ce soutien et cette assistance à Cuba. Hier, il a été annoncé que le Mexique n'enverrait pas de pétrole. Le Mexique affirme que la décision a été prise ici, sans pression extérieure, et qu'elle est souveraine, pas due aux États-Unis. Apparemment non. Eh bien, le fait est que la Chine est venue à la défense de Cuba. D'ailleurs, un autre sujet qui attire l'attention, c'est que pendant que certains vides se créent, eh bien la Chine en profite déjà, ou d'autres pays. Dans ce cas, la Chine a acheté ou plutôt obtenu la permission de s'impliquer dans l'exploitation minière de l'or au Nicaragua. Une entreprise sanctionnée par les États-Unis a cédé une concession minière au Nicaragua à une société chinoise, malgré les restrictions financières visant le régime de Daniel Ortega. D'après la compagnie minière internationale, société anonyme sanctionnée par le Trésor américain. Une concession minière à ciel ouvert de 4000 sur 4131 hectares a été accordée à la société chinoise Thomas Metal, a annoncé le gouvernement du Nicaragua. Eh bien voilà, n'est-ce pas? C'est le Nicaragua qui renforce là sa relation avec la Chine dans le domaine minier. Eh bien voilà comment sont les choses. Sur ce sujet, nous n'allons pas aborder d'autres thèmes également importants. Eh bien voici aussi ce commentaire fait par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à propos de l'Holocauste. Écoutons. Comme nous le savons, l'Holocauste est une démonstration frappante des dangers de la haine incontrôlée, déclare le secrétaire général Antonio Guterres lors de la commémoration de l'Holocauste. L'Holocauste n'a pas débuté par des meurtres, mais par des mots.
Non, comme pour dire, eh bien, ils commencent avec ces idéologies de suprématie, ils ne commencent pas avec des idéologies de suprématie. De moi je suis meilleur que toi, je suis au-dessus de toi, je suis supérieur, etc. Ils débutent avec ce genre de choses et ces mots, non. Au bout du compte, ces commentaires haineux, par exemple, envers certains groupes sociaux, tous les commentaires ne finissent pas tôt ou tard par de la violence, n'est-ce pas? C'est le message que donne Guterres face à cette situation. Le 27 janvier est la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Chaque 27 janvier, on se souvient d'eux. Eh bien, des millions de personnes ont été victimes du régime nazi, pas seulement les Juifs pendant l'Holocauste, mais aussi toutes les victimes, des millions de personnes qui ont été affectées par ce régime du nazisme. Non, cela a été instauré à l'Organisation des Nations Unies. La commémoration du 27 existe depuis longtemps, donc chaque 27 janvier, on commémore. Oui, en ce sens, il y a là un point. La haine et ses paroles mènent toujours à la violence. Tu ne commences pas à voir des actes comme ce qui se passe avec l'Immigration and Customs Enforcement avec la population. Ce n'est plus seulement avec les migrants. C'est déjà terrible qu'ils traitent les migrants de cette manière, mais même avec des citoyens américains, n'est-ce pas ? Mais c'est comme ça que ça commence, pas avec de petites choses, avec des mots, et puis ça évolue vers une polarisation, eh bien, terrible. Espérons que l'on n'atteindra pas des niveaux comme à cette époque-là. Mais remarquez aussi qu'on étudie cet individu, le cerveau de cette personne. Voyons si vous vous en souvenez. Récemment, nous parlions de lui. Il s'appelle Alex Honnold, vous vous souvenez ? Il a grimpé sans aucune protection. Il a escaladé le bâtiment Taipei 101, un des bâtiments majeurs de Taïwan. Je crois même qu'il a été diffusé sur Netflix. Il a grimpé plusieurs fois. C'est un des bâtiments majeurs de Taïwan, et cet exploit a été montré sur Netflix. Et bien sûr, cet événement a fait le tour du monde, n'est-ce pas ? En réalité, ils ont fait une étude sur le cerveau de cette personne. Non. Selon ce que rapporte cette étude, disons l'étude neurologique sur cette personne. À propos de Honnold, on a découvert que son amygdale, centre de la peur du cerveau, s'active très peu. C'est-à-dire, ils ont comparé son cerveau avec celui d'autres personnes, par exemple des sportifs extrêmes et leurs différences, et cela avec des athlètes qui pratiquent des sports extrêmes, donc ils l'ont comparé à d'autres athlètes habitués au danger, n'est-ce pas ? Et même en le comparant avec eux. Là où il devrait y avoir de l'activité, par peur de ce qu'il fait, il n'en a pas, c'est-à-dire que cette zone n'est pas active chez lui. Je ne sais pas si vous avez vu l'image quand il se tient au sommet du bâtiment et que ça a l'air impressionnant, non ? La hauteur. Et tout ça sur un petit bout, non ? Et il se tient là comme si de rien n'était, non ? Comme s'il était debout dans son salon. Oui, c'est fou, incroyable. Cette étude neurologique montre que son amygdale, centre de la peur dans le cerveau, s'active très peu. Il a été comparé à d'autres athlètes extrêmes. Sa différence était frappante. Les chercheurs James Paul et Jane Joseph ont réalisé des tests d'imagerie par résonance magnétique, et ce, il y a déjà plusieurs années. Et ils ont conclu que la réaction émotionnelle d'Arnold, est énorme, parce qu'elle est pratiquement nulle. Il semble dépourvu de peur. Les neurosciences suggèrent que sa déconnexion avec la peur peut être due à une prédisposition, comme à des années d'entraînement mental, c'est-à-dire des années d'entraînement mental extrême dans des contextes à haut risque. Et au final, cette zone devient comme insensible, non, pour ainsi dire, dit-il. Il se peut que ce soit naturel ou simplement qu'il l'ait entraîné, qui sait, non. Mais le point, c'est que, enfin, on peut le voir graphiquement dans un cerveau comme le sien, l'absence de peur. Non, passons aux commentaires. Bitwitch dit que le problème de l'Europe, c'est que Trump n'a cessé de se disputer avec elle et par conséquent, il est intervenu. Ou bien elle doit chercher des solutions pour ne pas dépendre de quelqu'un qui n'est pas fiable ? Je pense que oui, tout à fait d'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas que la relation entre les États-Unis et l'Europe va se terminer, mais oui. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas trop dépendre d'un seul partenaire et devront en avoir plusieurs.
Il dit « Nous, les Européens, devons payer des impôts très élevés et respecter des réglementations illogiques pour produire et vendre quelque chose. Maintenant, tout le monde peut vendre sans contrôle sanitaire, dit-il. Je pense que ça doit changer, tu as raison, ce n'est pas normal. Des réglementations sont nécessaires, mais pas au point de rendre la production impossible. Donc, en attendant, tu dois acheter dehors car tu ne peux pas produire efficacement et à moindre coût, n'est-ce pas ? Donc, cet équilibre n'a pas encore été atteint, maintenant c'est vraiment difficile. Salut, comment vas-tu ? Dit-il, en pillant les ressources naturelles du pays. Là où vous allez, vous ne pourrez pas les emporter. Salutations du Nicaragua, bénédiction. Comment vas-tu, Carmen ? Quel plaisir de te voir. Salutations jusque là-bas. Et c'est possible, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, en emportant là-bas, la grande valeur que possèdent les Nicaraguayens, non ? C'est pour ça que quand on me disait « Non, ils ne vont pas au Nicaragua parce qu'il n'y a rien », comment ça, qu'il n'y a rien ? Mais le Nicaragua a beaucoup de ressources, parmi elles de l'or et bien d'autres choses, non ? Et sa population ? Qui d'autre ? Et maintenant ? À quoi pense le régime du Nicaragua face à ce qui se passe, face à ce qui vise Cuba ? Vont-ils ensuite partir au Nicaragua ou rien ne va-t-il s'y passer ? Je ne sais pas, il faut attendre, dit Dilesia. Salutations. Jusqu'au Panama, Aurelio dit « Un jour la rébellion des robots arrivera, dit-il. Ce que je n'aime pas, c'est entendre les nouvelles de la bouche d'un robot, dit Aurelio. Oui, moi non plus. C'est-à-dire, tu as raison, c'est-à-dire, tout à coup, ils commencent à remplacer des personnes. Non, j'espère que ce ne sera pas nous, mais tu as raison. Ou alors, tout à coup, ils utilisent des sortes de bots non numériques et commencent à faire plein de vidéos. Non. En théorie, certaines plateformes veulent réguler cela pour que nous restions humains. Ceux d'entre nous qui peuvent être ici à communiquer, à discuter et tout ça. Mais il y a toujours la tentation, n'est-ce pas, d'utiliser ce genre de choses, non ? Hein ? C'est pour ça que je trouve si important de montrer son visage, de ne pas se cacher. Ici. Même si on n'est pas très beau, ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Mais tu apparais ici et c'est toi, n'est-ce pas ? Dès que tu caches ton visage, tu prends un risque. Le danger que tout à coup, on devienne irresponsable. Pas au moment de donner des informations, non, parce que bien sûr, personne ne sait qui je suis, non. Et tu sais, ils lâchent en n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des rapports et qui ne veulent jamais se montrer. Pour moi, les tutoriels ne me dérangent pas, mais pour les sujets d'actualité, c'est différent. Tu dois montrer ton visage, tu dois toujours montrer ton visage, sinon, qui me donne l'information ? N'est-ce pas ? Comment puis-je te juger responsable si tu ne montres pas ton visage ? Voilà le problème, il y en a beaucoup. Au Mexique, il y en a plusieurs, en général dans le monde, il y en a plusieurs aussi. Non, je ne pense pas qu'il y en ait, surtout aujourd'hui avec les compagnies. Il faut montrer son visage, mais bon, ce n'est pas nécessaire, non. Ingénieur d'Iran et 3 autorisations pour enfoncer un clou. Et avec tout ça, comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Là, il dit qu'il y a comme son état. Salutations à tous, merci beaucoup, dit Sol Garcia. Les politiciens n'ont pas peur, alors peut-être que je devrais en être un, non ? Mais s'ils sont là, ça oui, ils ont peur. Parce que tu vois comment on dit, comment ils prennent soin les uns des autres, comment ils se protègent. C'est-à-dire, ils sont rusés, non ? Maintenant, ils n'ont pas la sensibilité de l'éthique, non, je ne sais pas, il dit. Un redémarrage économique arrive et je pense qu'on adoptera un système monétaire basé sur l'or. Imagine, Beto, que ça arrive, au moins ça équilibrera. Je ne pense pas qu'on ira totalement vers l'un ou l'autre, non ? Je ne pense pas que tu sois aussi catégorique, mais oui, il y aura un équilibre, pas nécessairement plus. Je veux dire, il y a de la méfiance en ce moment. Il n'y a pas de méfiance entre les fiat, non, enfin, entre les monnaies. Mais pas seulement de la part des gens, mais aussi des banques elles-mêmes, c'est-à-dire des banques centrales elles-mêmes. Ils doucrent de leur monnaie et achètent donc plus d'or, de platine et d'argent. Non, je ne sais pas si toutes les banques centrales, mais cela a beaucoup augmenté récemment. Écoutez, dans un instant, nous revenons avec plus d'informations, avec une autre mise à jour, nous allons voir comment cela évolue, ce qui se passe en Israël. Nous ne savons pas de quel type d'infiltration ils parlent, parce qu'il n'y en a pas en ce moment. Ils ignoraient aussi la situation, ayant seulement repéré un groupe entrant par la Jordanie. N'est-ce pas ? Julio Benavides, comment ça se passe ? Il dit.
Les politiciens ne s'intéressent pas à adosser le fiat alors, tu leur enlèves leur business, dit-il. Salutations Julio, au lycée, à toute la communauté, portez-vous bien, on se voit tout à l'heure. Portez-vous bien, à plus tard, salutations, salutations.